lieu d'exiger l'application stricte des règles, au lieu de faire valoir un droit pourtant évident, les joueurs marocains passent leur temps à rassurer, à calmer, à négocier, à supplier presque les joueurs sénégalais de revenir sur le terrain, comme si le Maroc avait encore quelque chose à se faire pardonner. Encore une fois, on apaise, encore une fois, on recule symboliquement, encore une fois, on envoie le même message, quoi qu'il arrive, le Maroc fera l'effort, même quand il est dans son droit. Et tant que ce message continuera d'être envoyé, ce type de comportement se répétera, parce qu'il est parfaitement rationnel, pour ceux qui en profitent, d'aller toujours plus loin quand aucune limite claire n'est posée. À partir de ce moment-là, tout ce qui s'est passé ensuite a suivi une logique parfaitement rodée, presque automatique, celle de la victimisation permanente et de la fabrication de récits dès que la réalité ne correspond pas à ce que certains veulent voir. Chaque événement, chaque incident, chaque information a été immédiatement détourné pour nourrir un narratif unique, celui d'un Maroc forcément coupable, forcément raciste, forcément manipulateur. Peu importe les faits, peu importe la chronologie, peu importe les preuves, l'accusation précède toujours l'enquête et souvent elle s'y substitue complètement. On l'a vu de manière flagrante avec l'agression d'un couple ivoirien au Maroc. Avant même que la moindre vérification sérieuse ne soit faite, avant même que les autorités ne communiquent, l'histoire était déjà écrite, des Marocains racistes auraient agressé des Africains subsahariens. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les médias africains ont relayé, les commentaires haineux se sont multipliés, et le Maroc a de nouveau été présenté comme un pays hostile, violent, profondément raciste. Puis la réalité est apparue, les agresseurs étaient eux-mêmes des subsahariens. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le démenti n'a jamais eu le même écho que l'accusation. La correction n'a jamais circulé autant que le mensonge. Et surtout, personne ne s'est excusé. C'est exactement comme ça que fonctionne ce mécanisme. L'accusation est immédiate, émotionnelle, virale. La vérité, quand elle arrive, est froide, tardive et sans impact. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce sens-là, il n'y a jamais de débat sur le racisme. Quand les insultes visent le Maroc ou les Nord-Africains, quand la haine se déverse librement sur les réseaux, quand les propos sont ouvertement déshumanisants, cela devient presque normalisé, toléré, banalisé. On est face à un racisme à sens unique, que personne ne veut nommer parce qu'il ne correspond pas au narratif dominant. Un racisme qui ne choque pas parce qu'il vise les bons coupables. Et cette canne a servi de caisse de résonance parfaite à ce phénomène. Et c'est là qu'on arrive au point le plus inconfortable de toute cette histoire, parce qu'il ne concerne plus les autres, il nous concerne directement. Cette canne a mis en lumière, de manière presque brutale, un état psychologique profond chez une partie des Marocains. Une tendance à la servilité, à l'auto-effacement, à la recherche permanente de validation extérieure, comme si notre valeur ne pouvait exister qu'à travers le regard de l'étranger. On l'a vu partout. Des Marocains qui rivalisent pour montrer à quel point ils sont ouverts, gentils, différents. Un taxi qui annonce fièrement qu'il transporte gratuitement tous les supporters sénégalais qu'il croise, comme si cela devait devenir un acte héroïque. Des milliers de Marocains qui vont soutenir systématiquement les équipes étrangères, parfois avec une ferveur qui dépasse largement celle qu'ils ont pour leurs compatriotes. Des messages sur les réseaux sociaux où l'on s'excuse presque d'exister, où l'on cherche à rassurer, à flatter, à prouver qu'on n'est surtout pas comme les clichés. Si ce réflexe de soumission et de recherche de validation est aussi répandu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il a été fabriqué, entretenu, normalisé pendant des années à travers une véritable ingénierie sociale, portée à la fois par certains médias, certaines élites culturelles et un discours officiel devenu intouchable. Depuis longtemps, on a imposé aux Marocains un récit unique, celui d'une africanité quasi mystique, d'une fraternité automatique avec des peuples étrangers, présentés comme une évidence morale, presque comme un devoir. Remettre ce récit en question, ce n'est pas débattre, c'est être immédiatement catalogué, disqualifié, soupçonné d'intentions ignobles. On nous répète en boucle que les Africains sont nos frères, en s'appuyant sur des arguments historiques simplifiés à l'extrême, parfois totalement absurdes, comme cette idée selon laquelle le Maroc aurait une fraternité naturelle avec le Sénégal, parce que son influence s'étendait autrefois jusqu'au fleuve Sénégal. Cette lecture n'a aucun sens, ni historiquement, ni culturellement, ni politiquement. Les frontières ont bougé partout dans l'histoire, et personne n'utilise ce raisonnement ailleurs, sauf quand il s'agit de l'imposer aux Marocains. Cette propagande ne se limite pas au discours, elle passe aussi par les symboles, des choix médiatiques délibérés, comme la mise en avant systématique de présentateurs subsahariens dans les journaux télévisés marocains, présentés comme un signe d'ouverture et de modernité.
Or, cette réciprocité n'existe nulle part ailleurs. Dans aucun pays subsaharien, on ne trouve de Marocains occupant ces rôles symboliques, et cela ne choque personne. Mais au Maroc, toute remarque à ce sujet devient immédiatement suspecte. Ce double standard est au cœur du problème. À force de vouloir prouver qu'on est différent, meilleur, plus tolérant, on a fini par envoyer un message catastrophique. Celui d'un peuple prêt à tout accepter, même l'humiliation, pour conserver une image morale flatteuse. Et cette image est entretenue par une élite déracinée, coupée du réel, qui résonne en slogan, en posture idéologique, et qui confond ouverture avec effacement. Une élite qui impose ses obsessions identitaires à un peuple qui, lui, n'a jamais demandé à être rééduqué. Le résultat, on l'a vu pendant cette CAN. Un peuple conditionné à s'excuser en permanence, à se justifier avant même d'être accusé, à chercher l'amour de ceux qui structurellement ne le respecteront jamais. Cette ingénierie sociale a produit exactement l'effet inverse de celui annoncé. Elle n'a pas créé de la fraternité, elle a créé un rapport de domination symbolique. Et tant que ce récit ne sera pas déconstruit, tant qu'on continuera à confondre dignité et soumission, ce type de situation se reproduira, encore et encore, parce que ceux d'en face savent parfaitement lire ces signaux. Le peuple marocain lui-même porte une part énorme de responsabilité. Il cherche inconsciemment sa valeur à travers le regard de l'autre. Il suffit de voir l'euphorie collective dès qu'un étranger dit du bien du Maroc. Il suffit qu'un Européen ou un Africain fasse une vidéo en expliquant que les Marocains sont formidables pour qu'on lui déroule le tapis rouge et qu'on lui construise une carrière sur les réseaux sociaux. Et en retour, qu'est-ce que le Maroc récolte ? Du soupçon, de la haine, du mépris. C'est un cercle vicieux. Plus on se soumet, plus on est méprisé. Plus on est méprisé, plus on cherche à prouver qu'on mérite d'être aimé. Et plus on s'enfonce. Cette CAN a eu au moins un mérite. Elle a forcé beaucoup de Marocains à regarder ce malaise en face. Et ce regard, aussi douloureux soit-il, était nécessaire. Ce malaise ne s'arrête pas au niveau de la société ou des comportements individuels. Il est aussi institutionnel, et c'est peut-être là que le problème devient le plus grave. Depuis des années, l'État marocain, ses institutions et une partie de l'appareil administratif fonctionnent avec un double standard évident, dicté par une peur permanente, celle d'être accusé de racisme. Cette peur est devenue un principe d'action, presque une ligne rouge invisible qui